Bonsoir mes amis, je vous invite à laisser tous les soucis de la journée au vestiaire, à vous installer confortablement, peut-être enveloppé dans une douce couverture, et à vous laisser immerger dans un monde où le temps s'écoule différemment. Un monde de silence, de sagesse et d'innombrables trésors. Notre voyage d'aujourd'hui sera paisible et tranquille. Il nous mènera au cœur même des bibliothèques anciennes. Imaginez, le soir tombe doucement par la fenêtre. Les derniers rayons du soleil se dissolvent dans le crépuscule et le monde ralentit. C'est dans ces moments-là qu'il est particulièrement agréable de se plonger dans des histoires qui nous emmènent loin de l'agitation du quotidien. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les siècles, en parcourant des couloirs remplis de millions de livres, chacun contenant le murmure d'un individu, le rêve d'un autre, la découverte d'un autre. Les bibliothèques, ces lieux majestueux et paisibles, ont toujours été bien plus que de simples entrepôts de livres. Elles ont été des sanctuaires de la pensée, des trésors de savoir et, surtout, les gardiennes de la mémoire humaine. Entre leurs murs, le temps s'arrête, et l'on peut sentir la présence invisible des milliers d'esprits qui ont tourné ces pages, griffonné dans les marges, ou simplement réfléchi à ce qu'ils lisaient. Nous avancerons lentement, laissant chaque image, chaque son, chaque mot vous envelopper doucement, vous bercer et vous emporter vers un monde de sérénité. Rien ne presse, seul le temps s'écoule, que les livres peuvent déformer et étirer à leur guise. Ils nous transportent à travers les siècles, nous permettent de toucher du doigt des histoires vieilles de centaines, voire de milliers d'années, et de ressentir une connexion avec ceux qui ont vécu bien avant nous. Imaginez une bibliothèque non pas comme un bâtiment statique, mais comme un organisme vivant. Elle respire des histoires, chaque page étant une inspiration ou une expiration du temps. Elle bruisse lorsque le vent s'infiltre par les fenêtres anciennes, ou lorsqu'une main retire délicatement un volume d'une étagère. Ce monde sent la poussière des siècles, le vieux papier et l'encre séchée depuis longtemps, mais qui conserve encore son pouvoir. Ce soir, nous ne rechercherons ni grands événements, ni aventures palpitantes. Nous nous concentrerons plutôt sur des images apaisantes, les rayons de lumière poussiéreux filtrant à travers les vitraux, les reliures douces des livres sous vos doigts, le silence profond rompu seulement par votre propre respiration. Ce voyage est conçu pour apaiser votre esprit et détendre votre corps. Préparez-vous à plonger dans ce monde unique. Laissez aller toutes les pensées qui tourbillonnent dans votre tête. Laissez-vous simplement être ici et maintenant, dans cet espace où connaissance et paix fusionnent. Nous entamons notre lent mais incroyablement profond voyage à travers d'anciennes bibliothèques. Laissez chaque pas, chaque mot, vous mener à la détente totale et, peut-être, aux rêves les plus doux. Notre voyage commence au tout début, à une époque où le concept même de livre émergeait. Nous sommes transportés dans les terres torrides de l'Égypte antique et de la Mésopotamie, où furent créés les premiers entrepôts de savoir. Imaginez les sables mouvants du désert, la grandeur des pyramides et le cours lent et majestueux du Nil. C'est ici, à une époque où le papier au sens moderne du terme n'existait pas encore, qu'apparurent les premières bibliothèques. Dans l'Égypte antique, le savoir était consigné sur du papyrus, un matériau fabriqué à partir des tiges de la plante. Les scribes fendaient soigneusement les tiges,
les disposait en croix, les pressait et les séchait, créant ainsi des feuilles fines mais résistantes. Ces feuilles étaient ensuite collées ensemble pour former de longs rouleaux pouvant atteindre des dizaines de mètres de long. Imaginez ces rouleaux, soigneusement enroulés et conservés dans des jarres en terre cuite ou des boîtes spéciales. Lorsqu'un scribe ou un érudit souhaitait lire un rouleau, il le déroulait lentement, lisant le texte de droite à gauche, puis l'enroulait à nouveau soigneusement. On entend presque le léger bruissement du papyrus qu'on déroule, ce son discret qui accompagnait l'acquisition du savoir. L'un des symboles les plus grandioses du savoir antique était la bibliothèque d'Alexandrie, fondée au IIIe siècle, avec ce J.C. Dans la ville égyptienne d'Alexandrie, elle devint rapidement le centre du savoir pour tout le monde antique. On dit que ses collections comptaient jusqu'à 700 000 rouleaux, un chiffre colossal pour l'époque. Les plus grands esprits de leur époque se réunissaient dans ces salles, mathématiciens, philosophes, astronomes et poètes. L'atmosphère y devait être empreinte d'une tension intellectuelle, mais aussi d'une paix profonde. Malheureusement, la grandeur de la bibliothèque d'Alexandrie fut interrompue. Elle fut détruite par plusieurs incendies, et la plupart de ses précieuses collections furent irrémédiablement perdues. Cela nous rappelle la fragilité du savoir et l'importance de sa préservation. Outre le papyrus, le parchemin était largement utilisé. Fabriqué à partir de peaux animales spécialement traitées, il constituait un matériau beaucoup plus durable et résistant. Il était possible d'écrire sur les deux faces du parchemin, ce qui le rendait plus économique. Le processus de fabrication du parchemin était laborieux et comportait de nombreuses étapes: trempage de la peau, nettoyage de la laine, étirement sur des cadres et polissage. Le bruit d'une plume grattant sur le parchemin était courant dans les scriptoria, où les scribes copiaient des textes jour après jour. Ces anciens scribes furent les premiers gardiens du savoir. Ils passaient de longues heures penchés sur des parchemins, écrivant soigneusement chaque hiéroglyphe ou lettre. Leur travail était monotone, mais extrêmement important. Ils ne se contentaient pas de copier des textes, ils préservaient le patrimoine culturel, les textes religieux, les découvertes scientifiques et les œuvres littéraires pour les générations futures. Leur concentration et leur dévouement à cette tâche étaient incroyables. Imaginez la faible lumière des torches ou des lampes à huile éclairant leur travail, les ombres dansant sur les murs et un silence profond et enveloppant, rompu seulement par le son de la plume et le soupir occasionnel du scribe. C'était une époque où chaque ligne écrite était un trésor, et chaque parchemin une œuvre d'art et un trésor de sagesse. Nous quittons ces terres ancestrales l'espace d'un instant, emportant avec nous le sens d'une sagesse millénaire et le murmure discret des premiers mots écrits. Puissent ces images vous aider à vous sentir connectés au berceau même du savoir humain. Notre voyage se poursuit tranquillement, nous transportant des déserts brûlants de l'Antiquité aux murs frais et retirés des monastères médiévaux d'Europe. Imaginez les aurores brumeuses, le tintement des cloches appelant à la prière et l'atmosphère de profonde concentration qui régnait dans ces monastères. À une époque où, après la chute de l'Empire romain, une grande partie du savoir était menacée de disparition, ce sont les ordres monastiques qui devinrent les principaux gardiens et copistes des textes. Le cœur de chaque monastère
chargé de préserver et d'accroître le savoir, était le scriptorium. C'était une pièce spéciale, souvent lumineuse et aérée, où les moines scribes ou scribes passaient la majeure partie de leur journée. Leur vie était consacrée à un travail minutieux, copier des manuscrits anciens, réécrire des textes bibliques et créer de nouveaux ouvrages religieux et scientifiques. Imaginez des rangées de tables en bois sur lesquelles reposent parchemins, encriers et plumes. Chaque moine est assis, penché sur son travail, dans un silence complet, seulement interrompu par le doux bruissement du parchemin et le grincement d'une plume d'oie écrivant lentement des lettres. À cette époque, le principal support d'écriture était le parchemin, dont nous avons déjà parlé. Sa fabrication était coûteuse et demandait beaucoup de travail, faisant de chaque livre un véritable trésor. Les moines fabriquaient souvent leur propre encre, utilisant des colorants naturels issus de plantes, de minéraux ou de suie. Les nuances d'encre pouvaient varier du noir profond à diverses nuances de brun et de rouge. Des pigments brillants étaient utilisés pour décorer les manuscrits, créant ainsi ce qu'on appelle des manuscrits enluminés, véritables œuvres d'art ornées d'initiales, de miniatures et d'ornements. Ce travail exigeait non seulement de la diligence, mais aussi un talent artistique et une foi profonde. Au Moyen Âge, la valeur de chaque livre était incroyablement élevée. Avant l'invention de l'imprimerie, chaque exemplaire d'un texte était créé à la main, et la production d'un seul ouvrage pouvait prendre des mois, voire des années. Les livres étaient donc conservés comme des trésors inestimables, souvent enchaînés aux étagères des bibliothèques des monastères pour éviter tout vol. Cette coutume, qui nous paraît étrange aujourd'hui, témoignait de leur inestimable valeur. Le scriptorium était un lieu silencieux. Les moines travaillaient en concentration, souvent dans un silence complet, seulement interrompu par la respiration rythmée, le bruissement des pages et le grattement d'une plume. Ce silence contribuait à la profonde concentration et à l'état méditatif dans lesquels ces chefs-d'œuvre étaient créés. Chaque boucle, chaque lettre était écrite avec une grande révérence et une attention particulière aux détails. C'était un travail non seulement pour la préservation du savoir, mais aussi pour la croissance spirituelle. Imaginez la faible lumière filtrant à travers les étroites fenêtres du scriptorium, illuminant le parchemin et les mains du moine. Peut-être, par moments, l'air était-il empli d'une légère odeur de parchemin frais et d'encre. C'était une époque où les moines, isolés de l'agitation du monde, travaillaient sans relâche pour préserver et transmettre le patrimoine culturel et intellectuel aux générations futures. Ils étaient les véritables gardiens de la lumière du savoir au Moyen Âge. Laissez cette image de travail paisible et de silence profond remplir votre conscience, vous éloignant de plus en plus de la vie quotidienne et vous rapprochant d'un sommeil paisible. Nous poursuivons notre voyage apaisant à travers les siècles et nous voici à la Renaissance. Imaginez comment, après la longue nuit du Moyen Âge, une nouvelle aube de lumière, d'art et de soif de connaissance s'est levée en Europe. C'était une époque où l'humanité redécouvrait la sagesse des Grecs et des Romains de l'Antiquité, et avec elle une attitude nouvelle, radicalement différente, envers les livres. À cette époque, les livres cessèrent d'être la propriété exclusive des monastères. Des collections privées apparurent et les riches marchands, érudits et rois
commencèrent à constituer leur propre bibliothèque. Les livres devinrent un symbole de statut, d'éducation et de pouvoir intellectuel. Les bibliothèques royales se développèrent, se remplissant non seulement de textes religieux, mais aussi d'ouvrages profanes, traités philosophiques, ouvrages scientifiques, poésie et chroniques historiques. Imaginez des salles luxueuses, décorées de bois et de velours, où des livres aux reliures onéreuses trônaient sur des étagères, attendant leurs lecteurs. Mais l'événement le plus révolutionnaire de cette époque fut l'invention de l'imprimerie à caractère mobile. Vers le milieu du XVe siècle, dans les années 1440, le maître allemand Johann Gutenberg réalisa une avancée qui changea le monde à jamais. Деревянные прессы, пахнущие типографской краской, металлические литеры, тщательно расставляемые наборщиками. Звук скрипа пресса и шелест свеженапечатанных листов стали новым саундтреком к распространению знаний. Это было волшебство превращения идеи в сотни, а затем и тысячи осязаемых копий. Влияние печатного станка на распространение знаний было колоссальным. Книги стали более доступными для широких слоев населения. Le grincement de la presse et le bruissement des feuilles fraîchement imprimées devinrent la nouvelle bande sonore de la diffusion du savoir. C'était la magie de transformer une idée en centaines, puis en milliers d'exemplaires tangibles. L'impact de l'imprimerie sur la diffusion du savoir fut considérable. Les livres devinrent plus largement accessibles au grand public. Cela contribua à l'augmentation de l'alphabétisation, au développement de l'éducation et à l'accélération du progrès scientifique. Les idées pouvaient désormais se propager à une vitesse jamais vue auparavant. Les scientifiques pouvaient lire les travaux de leurs collègues étrangers, les philosophes partageaient leurs réflexions et le grand public pouvait mieux comprendre le monde que jamais auparavant. Les premiers livres imprimés, ou incunables comme on les appelle, étaient d'une beauté incroyable. Ils imitaient souvent les livres manuscrits, avec des premières lettres richement décorées et des illustrations. Leur création exigeait une grande habileté et une grande précision. Chaque exemplaire était non seulement un support d'information, mais aussi une œuvre d'art, fruit du travail minutieux de nombreuses personnes. Nous laissons derrière nous cette époque de grands changements, où les anciennes traditions du livre manuscrit se mêlaient à l'innovation révolutionnaire de l'imprimerie. Ressentez comment ce flux de connaissances, né avec les premiers rouleaux, prend de l'ampleur et se transforme en un fleuve abondant, vous emportant vers un sommeil profond et paisible. Notre paisible voyage à travers les bibliothèques antiques se poursuit et nous voici transportés au cœur de Rome, dans la minuscule mais grandiose cité du Vatican. Là, derrière d'imposants murs, se trouve l'une des plus anciennes et des plus importantes bibliothèques du monde, la Bibliothèque apostolique vaticane. Imaginez une atmosphère d'antiquité profonde, mêlée à un émerveillement séculaire. Son histoire s'étend sur plus de 5 siècles, bien que les racines de sa collection remontent bien plus loin, jusqu'au début du Moyen Âge. Fondée au milieu du XVe siècle, dans les années 1440, par le pape Nicolas V, elle fut conçue comme un dépositaire non seulement des textes religieux, mais de toutes les connaissances existantes à cette époque. Ce projet véritablement ambitieux est devenu réalité. Imaginez son architecture, des salles majestueuses ornées de fresques de grands maîtres, de hauts plafonds qui semblent
s'élever à l'infini. L'air est imprégné d'une odeur de vieux parchemins, de cire et de siècles d'histoire. Les collections de la Bibliothèque Vaticane sont véritablement innombrables. Elle contient des dizaines de milliers de manuscrits, dont beaucoup sont uniques et inestimables, ainsi que des centaines de milliers d'incunables, des livres imprimés avant 1500. La Bibliothèque du Vatican est traditionnellement fermée au public, ce qui renforce son aura de mystère et d'exclusivité. Seuls quelques érudits et chercheurs sont autorisés à accéder à ces trésors. Cette restriction ne fait que renforcer le sentiment d'être dans un lieu sacré, où sont conservés des savoirs inaccessibles à tous. Imaginez les quelques chanceux qui sont autorisés à pénétrer dans ces salles avec émerveillement et respect. Parmi ces expositions uniques, on trouve de véritables joyaux. Par exemple, le Codex du Vatican, l'un des manuscrits les plus anciens et les plus complets de la Bible en grec, datant du IVe siècle, ou encore les manuscrits de Virgile, datant du IIe siècle, qui ont survécu à toutes les tempêtes de l'histoire. Chacun de ces documents n'est pas seulement un texte ancien, mais un témoignage vivant d'époques révolues, une voix du passé parvenue jusqu'à nous. En vous immergeant dans l'atmosphère de la Bibliothèque Vaticane, vous ressentirez non seulement le poids du savoir, mais aussi celui du temps. C'est un lieu où chaque contact avec un livre, chaque regard sur un manuscrit ancien, vous transporte dans le passé, vous permettant de toucher du doigt la profonde sagesse accumulée par l'humanité depuis 2 millénaires. Laissez ces images de grandeur et de profond mystère apaiser votre esprit, vous emmenant dans un monde de rêves rempli de connaissances ancestrales. Notre voyage apaisant nous mène maintenant sur les rivages brumeux de la Grande-Bretagne, dans l'une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses du monde, Oxford. C'est ici, au cœur de cette cité universitaire, que se trouve la majestueuse bibliothèque bodléienne. Imaginez l'atmosphère de siècles de savoir, de traditions rigoureuses et de silence respectueux qui règne entre ces murs anciens. L'histoire de la bibliothèque bodléienne est étroitement liée au nom de Sir Thomas Bodley, éminent érudit et diplomate qui, à la fin du XVIe siècle, dans les années 1590, entreprit la tâche monumentale de restaurer et de développer la bibliothèque universitaire tombée en ruine. Sa vision était claire, créer un important dépôt de connaissances, accessible à tous les chercheurs. L'une des caractéristiques les plus célèbres de la bibliothèque bodléienne réside dans ses règles strictes, observées depuis des siècles. Par exemple, il fut longtemps interdit d'emprunter des livres hors de la bibliothèque. Cela signifiait que tous les érudits, des étudiants aux professeurs, devaient travailler uniquement dans les salles de lecture. Cela créait une atmosphère unique de diligence et de concentration. On dit que même les rois qui visitaient la bibliothèque devaient suivre ces règles. Imaginez ces majestueuses salles de lecture, de hauts plafonds ornés de sculptures en bois, d'immenses fenêtres laissant pénétrer une douce lumière, de longues tables de bois sombre où étudiants et chercheurs s'assoient, penchés sur de vieux ouvrages. L'air y est empli de cette douce odeur de vieux papier si cher aux bibliophiles. C'est un lieu où l'on ressent littéralement le poids de l'histoire et des traditions séculaires. La bibliothèque bodléienne est devenue un véritable symbole du savoir et de la recherche britannique.
Elle est l'une des 5 seules bibliothèques du Royaume-Uni à bénéficier du dépôt légal, ce qui signifie qu'elle a le droit de recevoir un exemplaire de chaque livre publié dans le pays. De ce fait, ses collections ne cessent de s'enrichir, couvrant tous les domaines du savoir humain. En parcourant ces couloirs, on imagine les innombrables grands esprits qui ont étudié et créé ici, écrivains, scientifiques, philosophes. Chacun d'eux a laissé son empreinte invisible sur ces murs, nourrissant une atmosphère d'exploration intellectuelle et d'inspiration. Laissez l'image de cette majestueuse bibliothèque, ses règles ancestrales et son silence profond remplir votre esprit d'un sentiment de paix et de stabilité, vous emmenant vers un sommeil doux et serein. Notre voyage apaisant à travers les trésors du savoir se poursuit et nous transporte au cœur de Paris, capitale de la France. C'est ici, dans cette ville de lumière et d'art, que se trouve la majestueuse Bibliothèque nationale de France. Imaginez des boulevards majestueux, des bâtiments élégants et une légère brise parisienne qui transporte l'arôme du café des cafés voisins. Cette bibliothèque possède une histoire incroyablement longue et riche qui remonte au XIVe siècle. À l'origine, elle était une bibliothèque royale constituée par les monarques français. Au fil des siècles, elle s'est développée pour devenir l'une des institutions culturelles les plus importantes au monde. Aujourd'hui, c'est la plus grande bibliothèque de France et l'une des plus prestigieuses au monde. Imaginez son immensité. La Bibliothèque nationale de France occupe plusieurs bâtiments répartis dans différents quartiers de Paris. Le plus célèbre est sans doute le bâtiment historique de la rue Richelieu, avec ses magnifiques salles de lecture ornées de fresques anciennes et de hauts plafonds sculptés. On y respire le souffle des siècles, imprégné d'histoire. Mais il existe aussi un bâtiment moderne et futuriste, baptisé en hommage à François Mitterrand, inauguré à la fin du XXe siècle, dans les années 1990. Composé de 4 tours, semblables à des livres ouverts, il est entouré d'un immense jardin, créant un contraste saisissant entre l'ancien et le moderne. Les collections de cette bibliothèque sont véritablement les plus riches. Elle contient des millions de livres imprimés, des manuscrits et incunables les plus anciens aux éditions électroniques modernes. Outre les livres, vous y trouverez des collections uniques de cartes, gravures, photographies, pièces de monnaie, médailles et même des enregistrements sonores. Chaque document, chaque objet conservé ici témoigne de la culture et de l'histoire humaine. La Bibliothèque nationale de France joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel, non seulement de la France, mais du monde entier. Elle est soumise au dépôt légal, ce qui signifie que chaque éditeur français est tenu de lui fournir un exemplaire de chaque livre qu'il publie. Grâce à cela, ses collections sont constamment renouvelées, préservant ainsi pour les générations futures tout ce qui est créé en langue française et en France. En parcourant ces salles, à la fois historiques et modernes, on perçoit l'incroyable richesse du savoir humain rassemblé sous un même toit. Ici, dans le calme des salles de lecture, de nouvelles idées naissent et les savoirs anciens retrouvent une nouvelle vie. Laissez l'image de cette majestueuse bibliothèque, son héritage séculaire et son envergure moderne, vous bercer doucement dans un monde de calme et de rêves profonds. Notre voyage apaisant à travers les plus grandes bibliothèques du monde nous emmène outre-Atlantique jusqu'à la capitale des États-Unis, Washington, D.C. Ici, au cœur de la démocratie,
se trouve la Bibliothèque du Congrès, non seulement une bibliothèque nationale, mais un géant considéré comme la plus grande bibliothèque du monde par le volume de ses fonds. Imaginez de larges avenues, des monuments majestueux et une impression d'immensité. L'histoire de cette bibliothèque remonte au début du XIXe siècle, dans les années 1800, lorsque le Congrès américain a eu besoin de sa propre bibliothèque pour ses législateurs. Depuis, elle n'a cessé de se développer, survivant aux incendies et aux guerres, et ses collections sont aujourd'hui véritablement impressionnantes. Imaginez son architecture unique. Le bâtiment principal de la Bibliothèque du Congrès, connu sous le nom de Thomas Jefferson Building, est un chef-d'œuvre architectural. Sa façade est ornée de sculptures et de bas-reliefs, et l'intérieur dégage une atmosphère de grandeur indescriptible. Sa salle de lecture principale est particulièrement impressionnante. Imaginez-vous sous sa majestueuse coupole, décorée de fresques, entourée d'interminables rangées de livres s'élevant vers le ciel. Dans cette salle spacieuse et lumineuse, vous pouvez sentir le pouls de la pensée mondiale. La Bibliothèque du Congrès a une double vocation. Elle sert de bibliothèque de recherche pour le Congrès américain, fournissant aux législateurs toutes les informations dont ils ont besoin, et elle est également la Bibliothèque nationale des États-Unis. Cela signifie qu'elle collecte et conserve l'ensemble des publications américaines, ainsi qu'une quantité importante de documents internationaux. La diversité de ces collections est véritablement stupéfiante. Elle abrite non seulement des millions de livres et de périodiques en des centaines de langues, mais aussi des cartes rares, des manuscrits, des photographies, des films, des enregistrements musicaux et même des archives numériques. Des plus anciens manuscrits aux travaux scientifiques les plus récents, des partitions musicales aux bandes dessinées, la Bibliothèque du Congrès s'attache à collectionner et à préserver tout ce qui reflète le savoir et la culture humain. Imaginez le silence de ces coffres où chaque volume, chaque document est soigneusement conservé et catalogué. C'est un lieu où l'histoire rencontre la modernité, où le passé est préservé pour l'avenir, et où chaque visiteur, qu'il soit chercheur, étudiant ou simple citoyen, peut accéder à des sources d'informations infinies. Laissez l'image de ce vaste trésor de connaissances, ces salles majestueuses et ces innombrables histoires, vous bercer doucement dans un monde de rêves calmes et profonds. Poursuivant notre voyage serein, nous plongeons maintenant dans le côté plus mystérieux des bibliothèques anciennes. Imaginez non seulement les célèbres salles et les étagères ouvertes, mais aussi les légendes murmurées de passages secrets, de pièces cachées et de coffres secrets qui existent dans de nombreux bâtiments anciens. Ces histoires ajoutent une touche de mystère et d'intrigue, tout en restant calmes et apaisantes. Pourquoi de tels lieux secrets ont-ils été créés? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Premièrement, il s'agissait de protéger des manuscrits précieux et des éditions rares. En période de troubles, où guerre et troubles pouvaient menacer les valeurs culturelles, les bibliothèques avaient besoin de refuges secrets où dissimuler les volumes les plus précieux. Imaginez d'imposantes portes en bois se fondant dans le mur, ou des panneaux discrets ouvrant sur des pièces secrètes. Deuxièmement, ces lieux pouvaient servir de refuge aux chercheurs. Dans les grandes bibliothèques où la vie battait son plein, certains chercheurs avaient besoin d'une solitude absolue
pour réfléchir profondément et travailler sur des ouvrages importants. Des bureaux secrets ou de petites pièces à l'accès restreint leur offraient cette possibilité. Imaginez un chercheur plongé dans un profond silence, à la lueur des bougies, dans l'étude d'un manuscrit ancien dans sa chambre secrète. Troisièmement, à différentes époques, certains livres étaient interdits. Il pouvait s'agir de textes hérétiques, d'ouvrages politiquement dangereux ou contraires aux normes généralement acceptées. Afin de ne pas les détruire complètement, mais aussi d'empêcher leur large diffusion, ils étaient conservés dans des lieux soigneusement cachés, accessibles uniquement à quelques personnes de confiance. Cela conférait à la bibliothèque une aura de mystère et un pouvoir caché. De nombreuses rumeurs et mythes entourent ces lieux secrets. Certaines légendes parlent de tunnels souterrains reliant les bibliothèques à d'autres bâtiments, de pièces apparues puis disparues, ou encore des fantômes d'anciens moines et érudits qui continuent d'errer dans ces couloirs secrets. Bien sûr, la plupart de ces histoires restent fictionnelles, mais elles inspirent notre imagination et nous permettent d'imaginer les bibliothèques non seulement comme des dépositaires de savoir, mais aussi comme des lieux remplis de secrets. Imaginez une vieille bibliothèque la nuit. Écoutez le léger craquement du plancher, qui pourrait être les pas d'un gardien invisible du secret, ou le plus léger bruissement, qui pourrait être le mouvement d'une porte secrète. Ces pensées ne devraient pas vous effrayer, mais plutôt vous envelopper du mystère ancien présent dans chaque bâtiment centenaire. Laissez ces images de passages secrets et de pièces cachées remplies de secrets anciens vous bercer doucement dans un monde de rêves où même les endroits les plus ordinaires peuvent contenir des secrets étonnants. Poursuivant notre plongée dans l'univers des bibliothèques anciennes, intéressons-nous maintenant à un aspect tout aussi important de leur existence, les catalogues et l'art fascinant de la recherche du savoir. Imaginez non seulement les livres eux-mêmes, mais aussi un système complexe et élégant permettant de naviguer dans cette vaste mer d'informations. Le catalogage a considérablement évolué au fil des siècles. Dans les bibliothèques les plus anciennes, comme celle d'Alexandrie, les catalogues pouvaient prendre la forme de tablettes d'argile ou de papyrus répertoriant les manuscrits par titre ou par auteur. Imaginez un scribe gravant soigneusement les titres des livres dans l'argile, créant ainsi les premiers index des trésors de sagesse. Au Moyen Âge, dans les scriptoria des monastères, les catalogues étaient manuscrits. Il pouvait s'agir de listes de livres classés par sujet, par auteur, voire par emplacement sur les étagères. Chaque liste était unique et reflétait les caractéristiques d'une bibliothèque particulière. Imaginez un volume massif, relié en cuir, dans lequel les titres de tous les livres du monastère seraient calligraphiés. Avec l'avènement de l'imprimerie et l'augmentation du volume des livres, le besoin de systèmes plus standardisés et plus efficaces s'est fait sentir. C'est ainsi que divers systèmes de classification ont émergé. L'un des plus célèbres et des plus utilisés est la classification décimale de Dewey, développée par Melville Dewey à la fin du XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Elle divise l'ensemble des connaissances en 10 grandes classes, elles-mêmes subdivisées en catégories plus petites. Cela permet d'organiser logiquement les livres par thème. Un autre système influent, la classification de la bibliothèque du Congrès, est utilisé par les principales bibliothèques universitaires et nationales
y compris la bibliothèque du Congrès elle-même. Elle utilise des désignations alphanumériques pour une catégorisation plus détaillée. Ces systèmes, bien que complexes en apparence, sont en réalité la clé des trésors de la bibliothèque. L'art de trouver le bon livre parmi des millions d'ouvrages est un art particulier. Imaginez la sensation ressentie lorsque vous entrez pour la première fois dans une immense salle de lecture ou une bibliothèque. L'air est empli d'une légère odeur de poussière et de vieux papier. Votre regard glisse le long des rangées infinies de dos. Et c'est ainsi, armé d'un catalogue, que vous vous lancez dans cette aventure tranquille. La sensation de découverte que procure le fait de trouver enfin le bon volume est particulière. Vos doigts parcourent les tranches, votre regard s'arrête sur un titre familier, et vous voilà, tenant entre vos mains un livre qui contient exactement les connaissances que vous recherchiez. C'est un sentiment d'anticipation et de satisfaction, une douce exultation face à une petite victoire. Les catalogues de bibliothèque ne sont pas de simples listes. Ils constituent un système complexe et bien pensé qui nous permet de naviguer dans un monde d'informations infinies. Ce sont des guides invisibles qui nous guident de la question à la réponse, de la curiosité à la connaissance. Laissez ces images d'ordre, de recherche et de découverte silencieuse remplir votre esprit de calme, vous emportant vers un sommeil paisible et profond. Alors que nous poursuivons notre paisible voyage, faisons une pause et laissons nos sens s'immerger dans ce qui distingue les bibliothèques et librairies d'autrefois. C'est l'arôme unique des vieux livres. Fermez les yeux et respirez ce parfum, unique comme un mélange de vanille, d'amande, de poussière légère et d'un autre élément insaisissable qui évoque un sentiment de bien-être et de sagesse. Cette odeur incroyable n'est pas une simple coïncidence, c'est le résultat d'un processus chimique. Avec le temps, à mesure que le papier vieillit, la cellulose et les autres composés organiques qui le composent commencent à se décomposer lentement. Ce processus, appelé hydrolyse et oxydation, libère des composés organiques volatiles dans l'air. Chacun de ces composés possède un arôme distinct. Par exemple, la lignine présente dans le papier produit de douces notes de vanille lorsqu'elle se décompose. D'autres composants peuvent ressembler à des amandes, des fleurs, du bois ou même du chocolat. C'est ce bouquet chimique complexe qui crée ce parfum instantanément reconnaissable et apprécié. Pour beaucoup, ce parfum est associé à la sagesse, à l'histoire et au calme douillet. Il évoque des souvenirs d'enfance profonds, des premières visites à la bibliothèque, des heures passées à lire ses histoires préférées. C'est un parfum qui nous transporte dans le temps, à une époque où les livres n'étaient pas seulement une source d'information, mais aussi un objet de respect, un symbole de connaissance et de découverte. Imaginez-vous marcher entre de hautes étagères remplies de vieux volumes. L'air qui vous entoure s'épaissit, imprégné de ce parfum si particulier. Vous le sentez presque vous envelopper, créant un sentiment de sécurité et de paix. Ce n'est pas seulement une odeur, c'est le parfum du temps, l'écho concentré de siècles de livres passés en silence. Dans les bibliothèques où sont conservés des milliers et des millions de volumes, ce parfum s'intègre à l'atmosphère, aussi important que l'architecture ou le silence. Il invite à ralentir, à respirer profondément et à s'immerger pleinement dans un monde où chaque page murmure ses propres histoires.
Laissez cette odeur particulière de vieux livres remplir votre imagination et vous apporter une sensation de calme profond, vous berçant doucement vers le plus doux des sommeils. Alors que notre voyage silencieux se poursuit, tournons maintenant notre attention vers ceux qui ont veillé sur le savoir au fil des siècles, qui ont consacré leur vie à préserver et à transmettre les trésors littéraires. Ce sont les gardiens de livres ou bibliothécaires de l'Antiquité à un passé relativement récent. Imaginez leurs visages concentrés, leurs mains attentionnées, tournant les pages. Dans les civilisations antiques, comme l'Égypte et la Mésopotamie, le rôle de gardien des rouleaux était joué par les scribes et les prêtres. Ils étaient chargés de veiller à ce que les papyrus et les tablettes d'argile soient soigneusement catalogués, conservés en lieu sûr et mis à la disposition de ceux qui avaient le droit de les toucher. Leur travail exigeait non seulement des connaissances en lecture et en écriture, mais aussi un profond respect des mots et du savoir. Imaginez leurs gestes lents et mesurés lorsqu'ils sortaient un rouleau de sa réserve. Au Moyen Âge, comme nous l'avons déjà mentionné, ce rôle était assumé par les moines des scriptoria. Ils n'étaient pas seulement copistes, mais aussi les premiers bibliothécaires au sens moderne du terme. Ils ne se contentaient pas de copier les textes, mais les organisaient, créaient les premiers catalogues et veillaient à la préservation des manuscrits. Leur vie était consacrée à ce travail, et leur travail avait une profonde signification spirituelle. Les bibliothécaires monastiques étaient de véritables passionnés qui comprenaient la valeur de chaque page copiée. Avec l'avènement de la Renaissance et l'émergence de grandes bibliothèques royales et universitaires, la profession de bibliothécaire s'est formalisée. Ces personnes n'étaient pas de simples gardiens, mais de véritables érudits. Elles devaient posséder des connaissances approfondies dans divers domaines afin de classer et de comprendre correctement le contenu des livres et d'aider les chercheurs dans leurs travaux. Elles étaient souvent elles-mêmes auteurs, traducteurs et commentateurs. Qu'est-ce qui motive ces personnes? C'est, bien sûr, une passion pour les livres et une soif insatiable de connaissances. Les bibliothécaires ont toujours valorisé la sagesse contenue dans les volumes et cherché à la rendre accessible. Leur patience infinie, leur souci du détail et leur volonté d'aider à trouver l'information nécessaire ont fait d'eux des assistants précieux pour tous ceux qui fréquentaient la bibliothèque. Imaginez un vieux bibliothécaire au regard bienveillant, témoin de milliers d'histoires et aux mains qui ont soigneusement tourné d'innombrables pages. Ses gestes sont calmes et mesurés, sa voix douce mais pleine de sagesse. Il ne se contente pas de distribuer des livres, il est un guide dans le monde du savoir, capable de montrer le chemin vers les trésors les plus cachés. Laissez cette image d'un gardien sage et calme de la connaissance remplir votre esprit, vous emmenant vers un sommeil doux et paisible. Notre voyage apaisant se poursuit, et nous abordons maintenant un pan plus triste, mais non moins important, de l'histoire des bibliothèques. Il s'agit de l'histoire de ces dépôts de savoir perdus à cause de la guerre, des catastrophes naturelles, des incendies ou simplement du passage inexorable du temps. Réfléchir à ces pertes nous aide à comprendre la véritable valeur de ce qui a été préservé. Outre la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, déjà mentionnée, il existe de nombreux autres exemples de trésors disparus. Imaginez
les bibliothèques de la Rome antique. Sous l'Empire romain, de nombreuses bibliothèques privées et publiques regorgeaient de manuscrits et de codex. Citons par exemple la célèbre bibliothèque de César, jamais construite, ou la bibliothèque du Mont Palatin, fondée par Auguste. Nombre de ces collections ont été détruites lors d'incendies, de conflits internes ou de la chute de l'Empire romain. On ne peut qu'imaginer combien de textes inestimables, de traités philosophiques, de chroniques historiques et d'œuvres d'art ont été perdus à jamais. Au Moyen Âge et au début de l'époque moderne, de nombreuses bibliothèques monastiques furent victimes de divers bouleversements. Lors de la Réforme au XVIe siècle, dans les années 1500, de nombreux monastères furent dissous et leurs bibliothèques pillées ou détruites. Les livres copiés et soigneusement conservés par les moines pendant des siècles pouvaient être brûlés comme hérétiques ou simplement utilisés comme matériaux de construction. Imaginez la fumée des incendies dans lesquels des manuscrits uniques, contenant le savoir et la sagesse de générations entières, disparaissaient. Prenons par exemple le sort du monastère de Melk en Autriche, qui a heureusement conservé sa grande bibliothèque, mais beaucoup d'autres monastères n'ont pas eu cette chance. Prenons également la bibliothèque du palais impérial de Constantinople, qui contenait probablement de vastes collections de textes grecs et romains anciens, mais qui a été perdue lors des nombreux sièges et sacs de la ville. Chacune de ces pertes ne se résume pas à la disparition de livres. C'est la perte irrémédiable de connaissances inestimables, de perspectives uniques et de voix du passé. Nous ne saurons jamais quelles idées philosophiques, découvertes scientifiques ou chefs-d'œuvre littéraires ont pu contenir ces collections disparues. Cela nous rappelle la fragilité du patrimoine humain et l'importance de tout effort pour le préserver. Cependant, même ces tristes histoires peuvent nous apprendre quelque chose. Elles soulignent l'importance de préserver ce qui reste. Grâce aux efforts des archéologues, des historiens et des bibliothécaires modernes, de nombreux fragments de savoir perdus peuvent encore être restaurés ou identifiés. Laissez ces pensées du passé, de ce qui est perdu et de ce qui est sauvé, vous endormir doucement, remplissant votre conscience du sentiment de la valeur de chaque instant et de chaque parcelle de connaissance que nous possédons. Poursuivant notre paisible voyage dans le monde des bibliothèques, nous allons maintenant nous concentrer sur la manière dont ces dépositaires de sagesse préservent précieusement des livres qui non seulement transmettent des informations, mais changent le monde. Imaginez des ouvrages dont les idées ont influencé le cours de l'histoire, les découvertes scientifiques et la compréhension même de l'humanité, de sa place dans l'univers. Nous n'entrerons pas dans le détail du contenu de ces livres, mais nous concentrerons sur leur importance capitale et sur le soin avec lequel ils sont conservés dans les bibliothèques. Dans ces murs, vous trouverez les premières éditions d'ouvrages qui ont révolutionné la compréhension scientifique. Par exemple, des révolutions des sphères célestes de Nicolas Copernic, publié en 1543. Cet ouvrage est devenu la pierre angulaire de l'astronomie, proposant un modèle héliocentrique du monde, où la Terre tourne autour du Soleil. Les bibliothèques possèdent de rares exemplaires originaux de cet ouvrage révolutionnaire, témoignage de l'audace de sa pensée et de ses avancées scientifiques. Prenons aussi L'origine des espèces de Charles Darwin, publié en 1859. Cet ouvrage a transformé à jamais la biologie et notre compréhension de la vie sur Terre,
proposant la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Des exemplaires de ce livre, annotés dans les marges et brûlés par le temps, sont des trésors conservés dans les collections des grandes bibliothèques. Pensez aux grands traités philosophiques qui ont façonné la civilisation. Les premières éditions de Platon, d'Aristote, de Kant et de Rousseau. Ces livres ne sont pas de simples recueils d'idées, ils constituent les fondements sur lesquels se sont construits les sociétés, les systèmes juridiques et les principes moraux. Dans les couloirs silencieux des bibliothèques, ces volumes continuent d'inspirer de nouvelles générations de penseurs. Les bibliothèques préservent les témoignages de la pensée et du progrès humain sous toutes leurs formes. Des anciens traités médicaux aux premières cartes qui ont transformé notre compréhension du monde. Des grandes œuvres littéraires qui ont façonné notre langue et notre culture aux lois qui ont établi l'ordre dans nos sociétés. Chaque livre n'est pas un simple objet, c'est un souffle vivant de l'histoire, figé dans le temps. Ils sont conservés dans des conditions particulières, à une température et un taux d'humidité spécifiques, à l'abri de la lumière et de la poussière. Les livres et manuscrits rares sont souvent conservés dans des locaux de stockage spéciaux, dont l'accès est strictement limité. Cela témoigne d'un profond respect pour leur valeur historique et intellectuelle. En contemplant ces livres, vous ressentirez peut-être non seulement le poids du papier, mais aussi celui des idées qu'ils contiennent. Laissez cette conscience de l'immensité de l'esprit humain et de la conservation minutieuse de ses plus grandes réalisations vous bercer doucement dans un monde de calme et de sommeil profond. Notre voyage apaisant se poursuit avec un regard dans les coulisses des bibliothèques pour découvrir l'art incroyablement minutieux et essentiel de la restauration et de la conservation des livres. Imaginez les mains d'un maître travaillant avec soin sur une page usée, lui redonnant force et beauté d'antan. Il ne s'agit pas seulement d'une réparation, mais de redonner vie à de vieux livres, les sauvant de l'oubli. Les livres, surtout les plus anciens, sont vulnérables à de nombreux facteurs. Le temps, l'humidité, la lumière, les insectes et même une manipulation brutale peuvent causer des dommages irréparables. Le papier devient cassant, l'encre s'estompe, les reliures se défont. C'est là qu'interviennent les maîtres restaurateurs. Leur travail commence par un diagnostic approfondi. Chaque livre est examiné afin de comprendre la nature des dommages et de déterminer la meilleure façon de le restaurer. Imaginez une table éclairée par une lumière douce sur laquelle repose un vieux volume. Le restaurateur examine attentivement chaque page, chaque tranche, tel un médecin étudiant le dossier médical de son patient. Vient ensuite le processus de restauration, qui peut être très long et laborieux. Pour restaurer les pages endommagées, on utilise des papiers spéciaux dont la composition et la texture sont identiques à celles de l'original. Les fissures et les déchirures sont soigneusement recollées avec une colle à base d'amidon de la plus haute qualité. Imaginez comment de fines bandes de papier de riz ou de papier de soie japonais sont appliquées sur les zones endommagées, devenant invisibles après séchage. Outils et techniques utilisées par les restaurateurs sont simples, mais requièrent une précision incroyable. Pincettes fines, scalpel, pinceau, presse spéciale. Chaque étape est réalisée avec le plus grand soin. Si une reliure est endommagée, elle peut être démontée, chaque pièce restaurée, puis remontée,
les éléments perdus étant parfois remplacés par de nouveaux matériaux parfaitement identiques à ceux d'origine. Une part importante du travail est la préservation. Il s'agit de créer des conditions qui réduiront le risque de détérioration des livres. Cela implique de maintenir une température et une humidité optimales dans les locaux de stockage, de les protéger des rayons ultraviolets et d'utiliser des conteneurs et des matériaux de stockage spéciaux sans acide. Imaginez des pièces fraîches et obscures où chaque volume repose dans sa propre coque protectrice, tel un berceau. Ce travail témoigne d'un profond respect pour le passé et d'une attention particulière pour l'avenir. Les restaurateurs ne se contentent pas de réparer des livres, ils préservent l'histoire, les pensées et les sentiments des peuples d'autrefois. Ils donnent à ces voix anciennes la possibilité de s'exprimer dans une époque nouvelle. Laissez cette image de travail acharné, de patience et de renaissance remplir votre esprit d'un sentiment de calme et de confiance, vous emportant vers un sommeil paisible et profond. Notre voyage apaisant à travers les bibliothèques anciennes continue. Imaginons maintenant que nous sommes assis dans un coin douillet de l'une de ces majestueuses salles de lecture. Le silence règne, rompu seulement par le bruissement des pages. Dans ces lieux, où 1000 destins et pensées se croisent, naissent parfois de petites histoires étonnantes. Légères et drôles, elles ne provoquent pas de tension, mais apportent au contraire sourire et apaisement. Imaginez une vieille dame qui trouve un jour un trèfle à 4 feuilles séché dans un vieux livre de botanique. Il traînait entre les pages, vert depuis près d'un siècle. Quelqu'un qui avait lu ce livre il y a longtemps l'avait laissé là, comme porte-bonheur ou comme souvenir d'une journée d'été. Cette petite trouvaille devint un véritable trésor pour la dame, comme un message du passé, empli d'espoir. Imaginez un jeune étudiant qui, en étudiant des cartes anciennes, tombe par hasard sur une note discrète dans la marge, rédigée, semble-t-il, par un célèbre explorateur du XVIIe siècle. Il ne s'agissait pas d'une simple note, mais d'une brève réflexion personnelle sur l'itinéraire absente des archives officielles. Pour l'étudiant, ce fut une véritable découverte, lui permettant de considérer le grand homme sous un angle totalement nouveau. On raconte aussi des histoires de rencontres inattendues dans les salles de lecture. On raconte qu'un jour, dans une bibliothèque européenne, près des rayons d'éditions rares, 2 scientifiques célèbres qui s'échangeaient des lettres depuis des années, mais ne s'étaient jamais vus en personne, se rencontrèrent par hasard. Leur rencontre discrète, au milieu des rangées de livres, marqua le début d'une longue et fructueuse amitié, confirmant que les livres peuvent relier les gens non seulement à travers le temps, mais aussi à travers l'espace. Parfois, les lecteurs ont des demandes étranges. Imaginez un visiteur à la bibliothèque qui demande un livre sur le sommeil, mais un livre très spécifique, un livre qui aiderait non pas lui, mais son chat très actif à s'endormir. Le bibliothécaire, bien sûr, a souri, mais a pu lui recommander plusieurs ouvrages sur la psychologie animale, remplis de sons apaisants de la nature, dans l'espoir que cela aiderait aussi son animal. Ces petites histoires chaleureuses nous rappellent que les bibliothèques ne sont pas seulement des dépôts d'informations, mais aussi des lieux où la vie humaine se déroule dans toute sa diversité, avec ses découvertes, ses coïncidences, ses curiosités et ses joies tranquilles. Laissez ces histoires légères et douces remplir votre esprit de paix et de sourire.
vous berçant doucement vers le sommeil le plus doux. Notre voyage silencieux à travers le monde des bibliothèques anciennes se poursuit, et nous vous les présentons à un moment privilégié de la journée, à la tombée de la nuit. Imaginez une bibliothèque dont les portes sont fermées aux visiteurs et où les derniers rayons du jour déclinant s'estompent lentement, laissant place à la douce lumière des lampadaires qui pénètrent par les hautes fenêtres. À cet instant, les salles de la bibliothèque baignent dans une atmosphère unique de mystère et de profonde tranquillité. Lorsque l'agitation du jour s'apaise, ces vastes bâtiments deviennent presque totalement silencieux. On imagine une légère brise faire bruisser de vieux rideaux, ou un plancher en bois craquer faiblement sous le poids des siècles, quelque part au fond des rayons de livres. Chaque son semble amplifié dans ce silence, comme si la bibliothèque elle-même parlait, partageant ses secrets. Dans le silence de la nuit, à l'écoute de ce murmure, on sent presque le souffle de l'histoire. Chaque livre sur l'étagère, chaque manuscrit ancien, semble prendre vie, racontant son histoire à des auditeurs invisibles. Imaginez le clair de lune ou la douce lueur des lampadaires glisser le long des dos des livres, illuminant les lettres dorées et les reliures usées, créant un jeu d'ombre et de lumière qui ajoute à leur beauté mystique. Quand on pense aux bibliothèques la nuit, on imagine les secrets que recèlent ces murs quand personne n'est là. Peut-être s'agit-il des murmures de philosophes oubliés qui y passaient autrefois de longues heures à méditer, ou du souvenir discret des grandes découvertes faites dans ces mêmes salles. On dirait que l'air même est saturé de savoir, attendant d'être réveillé. Ces pensées ne laissent transparaître aucune anxiété. Au contraire, la bibliothèque nocturne évoque un refuge, un lieu où le temps ralentit et où le bruit du monde extérieur disparaît complètement. C'est un espace propice à la réflexion profonde, au rêve et à la détente absolue. Tous les livres dorment sur leurs étagères, attendant un nouveau jour, de nouveaux lecteurs et de nouvelles découvertes. Laissez-vous envelopper par l'image d'une bibliothèque nocturne, emplie de secrets et d'une profonde tranquillité. Laissez ces sensations bercer votre esprit et vous conduire vers un sommeil serein et paisible. Notre voyage paisible continue de nous guider à travers l'histoire des bibliothèques. Nous nous penchons maintenant sur l'un des chapitres les plus touchants et les plus héroïques de leurs annales. Comment les bibliothèques et leur personnel sont devenus de véritables havres de savoir, préservant des collections inestimables en temps de guerre et de catastrophes. Ces histoires sont empreintes d'altruisme et d'une profonde compréhension de la valeur de la culture. Imaginez un monde en proie aux flammes de la guerre. Des villes sont détruites, des monuments culturels menacés. Dans ces moments-là, les bibliothèques deviennent l'avant-garde de la lutte pour la préservation du patrimoine humain. Leurs employés, bibliothécaires, archivistes et simples citoyens risquent souvent leur vie pour protéger les livres. Les exemples de tels actes héroïques sont nombreux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, de nombreuses bibliothèques européennes ont déployé des efforts incroyables pour sauver leurs collections. Les livres étaient emballés dans des cartons, transportés vers des abris souterrains, des mines de sel ou des bunkers spécialement aménagés. Imaginez de longues files de personnes se passant de lourds volumes, travaillant jour et nuit pour retirer ou cacher chaque précieux manuscrit. Ce fut une lutte silencieuse, mais désespérée, pour la survie de la culture. À Londres, pendant le Blitz,
le personnel du British Museum et d'autres bibliothèques travaillaient sous la menace constante des bombardements. Ils créèrent des entrepôts souterrains spéciaux, renforcèrent les bâtiments et organisèrent l'évacuation des pièces les plus précieuses vers des lieux sûrs à la campagne. On les imagine poursuivre leur travail minutieux au milieu du hurlement des sirènes et des explosions lointaines. À Saint-Pétersbourg, pendant le siège de Leningrad, le personnel de la bibliothèque publique Saltykov-Chtchedrine a non seulement sauvé des livres du froid et de la faim, mais a également poursuivi ses travaux scientifiques, menant des recherches même sous siège. Ils ont fait fondre la neige pour maintenir un minimum d'humidité et ont protégé les livres comme s'ils étaient leurs propres enfants. C'était une preuve d'un courage et d'un dévouement exceptionnel. Ces histoires rendent hommage à ceux qui valorisaient le savoir par-dessus tout. Ils comprenaient que les livres n'étaient pas que du papier et de l'encre, mais l'incarnation de la pensée, de l'expérience et de la sagesse humaine qu'il fallait transmettre aux générations futures. Leurs actions témoignaient d'une foi profonde dans le pouvoir de la culture et de l'éducation. Laissez ces pensées de courage et de dévouement emplir votre esprit d'un sentiment de calme et de confiance. Ce que vous avez de plus précieux trouvera toujours ses protecteurs. Laissez ces images vous bercer vers un sommeil paisible et profond. Alors que notre voyage silencieux à travers le monde des bibliothèques se poursuit, réfléchissons à l'évolution de l'espace physique des bibliothèques au fil des siècles. Considérons non seulement les livres, mais aussi l'architecture qui les entoure et la façon dont elle s'est transformée pour mieux servir la préservation et la diffusion du savoir. Dans les temps les plus anciens, comme dans l'Égypte antique, les bibliothèques étaient peut-être des pièces relativement petites dans les temples ou les palais, destinées à conserver les rouleaux de papyrus. Imaginez des jarres en argile soigneusement disposées le long des murs, chacune contenant un rouleau, avec peut-être un simple bureau pour le scribe au centre. Il s'agissait d'entrepôts de rouleaux plutôt que de salles de lecture. Avec l'avènement du Moyen Âge et le développement des scriptoria monastiques, les bibliothèques s'intégrèrent à un complexe plus vaste. Il s'agissait souvent de pièces longues et étroites, percées de hautes fenêtres pour offrir un maximum de lumière naturelle au travail des copistes. Les livres pouvaient être rangés sur des étagères le long des murs, voire dans des niches, souvent attachés à des tables par mesure de sécurité. Ces espaces étaient plus organisés, où lecture et copie se déroulaient en un seul et même lieu. La Renaissance apporta des bibliothèques plus majestueuses et plus ouvertes. Les bibliothèques royales et universitaires émergèrent, devenant des symboles de richesse et de savoir. Leur architecture devint plus grandiose, hauts plafonds voûtés ornés de fresques, colonnes, étagères massives en bois, souvent précieux. Imaginez des salles spacieuses où la lumière se déverse doucement par de hautes fenêtres et où les livres sont disposés en rangées à disposition pour l'étude. Le 19e et le début du 20e siècle ont vu la construction d'immenses bibliothèques publiques visant à rendre le savoir accessible à tous. Ces bâtiments étaient souvent monumentaux, dotés de façades majestueuses et de salles de lecture spacieuses pouvant accueillir des centaines de visiteurs. Ils disposaient de rayonnages séparés, où les volumes étaient rangés sur des étagères métalliques à plusieurs niveaux, et le système de prêt des livres est devenu de plus en plus complexe et efficace. Aujourd'hui, au XXIe siècle,
Les bibliothèques continuent d'évoluer. Elles deviennent des centres multifonctionnels qui, outre les livres traditionnels, proposent des ordinateurs, des centres multimédia, des espaces de réunion et des événements sociaux. Les bibliothèques modernes se distinguent souvent par leur design audacieux et innovant, leur verre et leur métal, et leurs nombreux espaces ouverts. Cependant, malgré toutes les évolutions technologiques, l'idée maîtresse reste l'accès au savoir et un espace convivial pour l'apprendre. Cette évolution de l'espace bibliothécaire reflète l'évolution des mentalités de la société envers le savoir et sa diffusion. Des dépôts fermés réservés à quelques privilégiés aux espaces ouverts à tous, les bibliothèques ont toujours su s'adapter tout en conservant leur mission première. Laissez ces pensées sur les formes changeantes et l'essence immuable des bibliothèques vous bercer doucement dans un monde de rêves calmes et profonds. Notre voyage apaisant dans le monde des bibliothèques anciennes continue. Intéressons-nous maintenant à ces livres qui contiennent non seulement du texte, mais aussi quelque chose de bien plus personnel qui nous relie à leurs anciens propriétaires, des autographes et des notes en marge. Imaginez qu'une personne du passé vous ait laissé un petit message à peine perceptible sur la page. Chaque livre, surtout un livre ancien, peut témoigner de la vie de quelqu'un. La signature du propriétaire, qu'elle soit belle ou illisible sur la page de garde ou la page de titre, transforme un exemplaire ordinaire en un objet unique. Il peut s'agir d'une simple signature, de la date d'achat ou même d'une petite dédicace du donateur. Imaginez un livre sur lequel figure l'inscription « À Marie, avec amour » de la part de John, 1872. Instantanément, ce livre prend vie, racontant des liens humains depuis longtemps disparus. Les notes marginales, appelées marginia, peuvent être encore plus intrigantes. Il peut s'agir de courts commentaires, d'exclamations, de questions posées par le lecteur sur le texte, ou même de petits dessins. Parfois, ces notes sont l'œuvre d'une personne dont l'esprit était aussi grand que celui de l'auteur du livre lui-même. Imaginez tenir un volume dont les notes marginales sont signées par un philosophe ou un scientifique célèbre. Ces notes nous offrent un aperçu unique de la manière dont les grands esprits ont interagi avec le texte, de ce qu'ils ont approuvé et de ce qu'ils ont remis en question. Ces détails, autographes, notes, fleurs séchées ou vieux marque-pages oubliés entre les pages, confèrent à chaque livre une singularité. Ils le transforment d'un simple recueil de feuilles en un véritable objet doté de sa propre biographie. Chaque livre devient un témoin silencieux de la vie, des pensées et des émotions d'une personne. C'est comme toucher un fil invisible qui vous relie à une personne qui a lu ces mêmes lignes il y a des décennies, voire des siècles. Dans les bibliothèques, ces livres sont particulièrement prisés. Ils sont soigneusement conservés dans les rayons des livres rares, et chaque exemplaire est soigneusement étudié. Après tout, il ne s'agit pas d'encre sur du papier, mais de l'empreinte de la pensée, la preuve d'un dialogue entre le lecteur et l'auteur qui perdure dans le temps. Laissez ces images de touches personnelles à l'histoire, de dialogues invisibles à travers les siècles, remplir doucement votre esprit d'une sensation de chaleur et de calme, vous berçant et vous conduisant aux rêves les plus doux. Notre paisible voyage dans le monde des bibliothèques anciennes touche peu à peu à sa fin. Revenons maintenant à une époque particulière, celle de l'enfance,
où le monde semblait immense et rempli de merveilles, et où la bibliothèque était un lieu magique. Imaginez vos premiers souvenirs d'enfance liés aux bibliothèques. Peut-être s'agissait-il de votre première visite ou de la sensation ressentie lorsque vous preniez pour la première fois un livre que vous aviez choisi. Pour beaucoup, c'est la bibliothèque qui a ouvert le monde des livres. Souvenez-vous comment vous avez pu franchir ces portes timidement, avec une légère appréhension. Les hautes étagères, si lointaines, ressemblaient à des montagnes mystérieuses regorgeant de trésors. L'odeur du papier frais se mêlait à celle des vieux volumes en lambeaux, et cette odeur restait à jamais gravée dans votre mémoire. La première rencontre avec une bibliothèque était souvent synonyme d'aventure. On se souvient de l'importance d'obtenir sa carte de bibliothèque, comme un laissez-passer pour une société secrète. Il fallait ensuite déambuler entre les rangées, admirer les couvertures éclatantes, sortir soigneusement les livres et en tâter le dos. C'était tout un rituel de sélection qui annonçait des heures de lecture passionnantes. Souvenez-vous de ce moment où vous avez trouvé le livre qui vous a le plus attiré. C'était peut-être une histoire de contrées lointaines, de braves chevaliers, d'animaux parlants ou de mondes fantastiques. Vous l'avez prise entre vos mains, senti son poids, et alors la magie a opéré. Chaque page était un portail vers une nouvelle réalité, chaque chapitre, un pas vers l'inconnu. Ces expériences d'enfance en bibliothèque étaient non seulement riches en découvertes, mais aussi en sentiments de calme et de sécurité. La bibliothèque était un lieu paisible où l'on pouvait se réfugier pour lire sans craindre le bruit ou l'agitation du monde extérieur. C'était un lieu pour rêver, apprendre et être soi-même. Laissez les doux souvenirs nostalgiques de votre enfance et de vos premiers contacts avec les livres envahir votre esprit. Laissez ce sentiment de douceur et de magie vous bercer doucement vers les rêves les plus doux et les plus sereins. Alors que notre paisible voyage touche à sa fin, tournons-nous vers l'avenir et imaginons ce que sera l'avenir des bibliothèques à l'ère numérique. Imaginez un monde où l'information serait instantanément accessible, mais où la valeur profonde du savoir traditionnel serait préservée. L'ère numérique a engendré de nombreux défis pour les bibliothèques. Internet, les livres numériques et les bases de données en ligne ont rendu l'information incroyablement accessible. Nombreux sont ceux qui se demandent: les bibliothèques physiques seront-elles encore nécessaires alors que presque tout est disponible en ligne? Cependant, paradoxalement, ces défis offrent aussi d'énormes opportunités. Les bibliothèques s'adaptent activement à la nouvelle réalité, devenant des centres hybrides où le monde numérique cohabite harmonieusement avec les traditions. Elles offrent un accès aux ressources électroniques, créent leur propre collection numérique et mettent à disposition des ordinateurs et l'accès à Internet haut débit. Imaginez une salle de lecture moderne où, à côté d'une personne feuilletant un ouvrage ancien, une autre travaille sur un ordinateur portable connecté à des bases de données mondiales. Malgré tous les changements technologiques, la valeur d'un livre physique et l'atmosphère unique d'une bibliothèque resteront inchangées. Tenir un livre papier entre ses mains, sentir son poids, son odeur, le bruissement de ses pages est une expérience tactile et sensorielle impossible à reproduire intégralement au format numérique. Les bibliothèques d'autrefois, dont nous avons parlé aujourd'hui, continueront d'attirer ceux qui recherchent profondeur,
silence et un contact privilégié avec l'histoire. Les bibliothèques du futur ne sont pas seulement des dépôts d'informations, mais aussi des espaces publics. Ce sont des lieux de rencontre, d'échange et d'apprentissage. Elles accueillent des conférences, des masterclass et des clubs d'intérêt. Elles deviennent des pôles communautaires vivants, tout en conservant leur mission première, être une source de savoir et de sagesse. Elles continueront de jouer un rôle essentiel pour garantir l'égalité d'accès à l'information pour tous, quel que soit leur statut social ou économique. Tout le monde n'a pas accès à l'Internet haut débit, ni la possibilité d'acheter des livres numériques, et les bibliothèques comblent cette lacune. Ainsi, l'avenir des bibliothèques ne réside pas dans un rejet du passé, mais dans une harmonie entre l'ancien et le nouveau. Ce sera un monde où les manuscrits anciens seront soigneusement conservés à côté de serveurs remplis de téraoctets d'informations. Ces lieux allieront la sagesse ancestrale à la technologie de pointe, créant ainsi un espace d'apprentissage unique. Laissez ces pensées d'un avenir où tradition et innovation s'entremêlent remplir votre esprit de calme et de confiance, vous berçant vers un sommeil paisible et profond. Notre long mais apaisant voyage à travers les bibliothèques anciennes touche à sa fin. Imaginez que nous jetons un dernier regard d'adieu à ces salles majestueuses et paisibles avant de les quitter. Laissez votre regard glisser lentement sur les hautes étagères remplies de milliers de livres, chacun représentant un monde en miniature. Pensez au doux jeu d'ombre et de lumière qui se crée dans les salles anciennes, les rayons du soleil couchant ou la faible lumière d'une lampe éclaire-t-il les lettres dorées des dos, créant une atmosphère chaleureuse et douillette. L'air ici est encore imprégné de cette douce odeur particulière de vieux papier dont nous avons parlé plus tôt. Cet arôme semble flotter dans l'air, telle une aura invisible de connaissance. Chaque livre sur ses étagères attend son lecteur. Il est prêt à partager son histoire, sa sagesse, ses aventures. Certains n'ont peut-être pas été ouverts depuis des décennies, mais leur contenu n'a pas disparu. Ils attendent simplement patiemment le moment où quelqu'un touchera à nouveau leur reliure et où ses yeux commenceront à en lire les lignes. Ce sentiment d'adieu ne doit pas être triste. Au contraire, il est empreint de gratitude pour le chemin parcouru et la paix trouvée. Nous avons touché à de grandes idées, nous sommes immergés dans l'atmosphère d'un silence séculaire et avons ressenti une connexion avec les innombrables esprits qui ont toujours cherché la connaissance entre ces murs. Laissez l'image de ces rangées infinies de livres attendant leur lecteur et le sentiment de paix qu'elles procurent envahir doucement votre esprit. Nous quittons ces murs, mais la sagesse et la paix acquises au cours de ce voyage à travers les bibliothèques demeurent en nous. Ainsi s'achève notre paisible et apaisant voyage à travers les bibliothèques anciennes. Nous avons traversé les siècles, touché d'anciens parchemins, flâné dans les scriptoriums des monastères et les majestueuses salles de lecture, humé l'odeur du vieux papier et découvert les exploits des gardiens du savoir. J'espère que ce voyage paisible vous a aidé à vous évader du quotidien et à trouver un profond sentiment de paix. Maintenant, tandis que les mots et les images de ces lieux merveilleux flottent encore doucement dans votre esprit, détendez-vous complètement. Oubliez toutes les pensées qui pourraient perturber votre esprit. Votre corps est fatigué par la journée et il mérite du repos. Imaginez-vous vous enfonçant lentement dans la douce étreinte du sommeil. Votre respiration devient
régulière et profonde. Chaque inspiration vous apaise, chaque expiration vous libère des tensions. Sentez vos paupières s'alourdir et vos muscles se détendre. Que la sagesse et la paix que vous avez acquises au cours de ce voyage à travers les bibliothèques vous accompagnent. Qu'elle soit une douce couverture qui vous enveloppe pendant la nuit. Le monde du savoir est toujours ouvert et nous attend, mais il est temps de se reposer. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Ressentez la chaleur et le confort de votre havre de paix. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tous les soucis resteront jusqu'à demain, et il est temps de profiter d'un sommeil profond et réparateur. Bonne nuit, chers amis. Que vos rêves soient légers et sereins, emplis du silence des livres anciens et du murmure d'histoires séculaires. À bientôt pour de nouveaux voyages. Dormez bien.